je vous emmène avec moi dans ce récit pour savoir un peu comment fonctionne une personne neuroatypique et en particulier HPI. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois changé la direction artistique et l'ambiance de mon podcast d'un point de vue visuel, hein, je parle. Je suis revenue un petit peu aux sources. J'ai été dans le mood très très déprimé, très très noir il y a quelques temps. Et en fait, je pense que le podcast, à ce moment-là, représentait un petit peu les sujets que je voulais aborder et représentait aussi, en termes de couleurs et de visuel, le mood dans lequel j'étais en fait. Et ben, j'ai voulu me reconnecter un petit peu à qui j'étais. Et du coup, me revoilà encore en pleine nature et, à faire partie des éléments plutôt terrestres. Enfin voilà, je suis revenue sur Terre, disons. Sinon, ouais, par rapport à la notion que j'aborde aujourd'hui, en fait, ce sera plus comme d'habitude, un petit peu, je vais vous parler de moi, de mes expériences et de qu'est-ce qui a fait que, en fait, je me rends compte que ma vision du monde et ma compréhension de ce qui m'entoure est assez différente de ce qu'on pouvait appeler un neurotypique, c'est-à-dire une personne qui peut rentrer dans la case de la normalité d'un point de vue neurologique, en fait. Et je vais vous... Enfin voilà, je vais vous emmener avec moi et vous raconter un petit peu ce que ça a fait pour moi d'apprendre que j'étais neuroatypique. Donc déjà, je pense que vous avez déjà, peut-être pour la plupart en tout cas, entendu mon podcast sur l'hypersensibilité et savoir en fait comment s'y reconnecter, etc., etc. Et donc du coup, je reviendrai juste sur cette petite notion. Moi, j'ai appris que j'étais neuroatypique et en particulier avec un haut potentiel intelligent émotionnel en 2022 quand j'ai été suivie par une psy pour un burn-out. Et en fait, c'est au moment, je crois que c'était vraiment à la peut-être 10e séance que je faisais, qu'elle me dit: «Mais tu as une façon de réfléchir qui est très intéressante. On va aller faire un enfin voilà, je te conseille d'aller faire un test de QI et cetera». Et moi, quand j'ai appris ça, quand elle m'a dit ça, comme ça, je l'ai pris, j'étais en colère, en fait. La première réaction que j'ai eue en termes émotionnels, c'est vraiment de la colère. C'est pas de la tristesse, pas de la frustration, pas de l'incompréhension. En fait, j'étais en colère envers elle et cette colère, je l'ai compris bien plus tard, mais sur le moment, en fait, je me disais: «Mais en fait, cette personne me comprend pas, elle a un diplôme de psy, elle me fait chier à vouloir, que j'aille faire un test de QI pour, au final me raconter quoi? Que je suis différente des autres et j'ai pas envie qu'on me le dise, quoi». Et en fait, si, j'avais autant pas envie qu'on me le dise et cette colère, en fait, reflétait une espèce de carapace, armure que je m'étais mise parce que je voulais tellement être acceptée par tout le monde et tellement être acceptée dans les groupes, des gens de mon âge et aussi, en fait, qu'on me voit pas. Je voulais disparaître, en fait et que je me fonde dans la masse et à chaque fois que j'essayais fortement de me fondre dans la masse, je sentais mon décalage avec les autres et vraiment ça m'a, honnêtement, à l'adolescence, pourri la vie, hein. Je vais pas vous mentir, franchement, c'était assez compliqué et c'est surtout de se sentir exclu d'un monde que tu ne comprends pas parce que toi, tu le comprends d'une autre façon. Et en vrai, on pourrait penser que c'est super cool d'apprendre que tu as une intelligence plus haute que la moyenne, donc au potentiel intelligent émotionnel. C'est sûr, hein, ça fait rêver d'avoir ça comme étiquette sur la tête, etc. Parce que dans, enfin, dans l'inconscient collectif, on pourrait se dire, voilà, cette personne est très intelligente, elle doit en être fière, elle doit être, je sais pas, super satisfaite en fait de cette condition, etc. Et en fait, pas du tout. Parce que parfois, ça peut, ça peut jouer sur le moral, ça peut rendre triste, ça peut même aller jusqu'à la dépression. Moi, dans ma vie, j'ai quand même fait 3 dépressions, dont une qui a duré 2 ans. Et où en fait on m'a pas comprise et où j'ai pas été pris en charge tout de suite. Quand je dis que j'en ai eu 3, c'est que je peux identifier 3 périodes où je sais que j'ai été en dépression et à l'intérieur de ça, je compte le burn-out, dans lequel on m'a diagnostiquée du coup. Mais mais en fait, c'est surtout que, voilà, je me sentais vraiment profondément mal, mais profondément mal dans mon être, dans mon être, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans ma tête, dans mon être, dans mon corps, dans tout ce qui m'entourait, je me réveillais le matin, je pensais à rien, j'étais vraiment dans un espèce de survie. Ouais, c'est ça, en fait, dans une espèce de survie, mais pas de vie. J'avais goût à rien, je me passionnais pour rien et pourtant
J'ai fait des épisodes sur la multipotentialité et sur ce que c'était que l'hypersensibilité. Mais très honnêtement, quand je me comprenais pas, quand je savais pas que j'étais HPI et que j'étais hypersensible et que j'étais enfin, beaucoup basée sur les émotions, la créativité, etc. Donc là, je vous parle de ça, j'étais au collège, hein, entre mes... Allez, si on est large, franchement, entre mes 13 ans et... bah, ouais, mes 21 ans. Mais sauf que j'ai compris, une fois que j'étais en école supérieure, donc à partir de mes 19 ans, j'ai compris qu'en fait, je pouvais créer et être sur plusieurs projets en même temps. Et là, ça a commencé à me sortir de mon mal-être, en fait. Mais bon, j'étais pas sortie forcément d'une grande manière. Mais enfin, bon, voilà, je reviens un petit peu chronologiquement dans les choses. C'est que à partir du collège, donc, j'ai commencé à comprendre ce décalage. J'ai commencé à comprendre que, évidemment, on se moquait de moi. J'ai subi du harcèlement à ce moment-là aussi, mais pour cette notion-là, enfin, je pense fortement que c'était ça. Parce que les enfants de mon époque euh, ne comprenaient pas en fait la personne que j'étais. Et honnêtement, moi-même, à cette époque-là, je n'avais pas la maturité ni émotionnelle ni intellectuelle pour me dire, bon, bah en fait, c'est juste parce que je suis différente, c'est pas grave, je passe à autre chose. Moi, je voulais vraiment être intégrée. Je comprenais pas pourquoi on se moquait de moi, pourquoi on me mettait à l'écart, pourquoi peut-être quelque part je faisais peur aux gens. C'est très possible aussi. Je me suis dit que bah en fait j'étais tellement intello et tellement décalage dans mon petit monde que bah, potentiellement en fait je repoussais peut-être les personnes qui m'entouraient, surtout donc au collège, hein, encore une fois, début de lycée aussi, à s'interroger sur eux-mêmes. Et comme c'est confortable de pas s'introspecter, et ben, bah, le bouc émissaire, c'était moi. Enfin, disons que si je les mettais dans un état où ils devaient se poser des questions sur eux-mêmes et que c'est pas confortable et qu'on préfère être dans le déni ou simplement pas voir les choses qui sont les nôtres, voilà. C'est pas très clair ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Euh, et ben, donc c'est plus facile de se dire, bah, c'est à cause d'elle, quoi. Voilà. De trouver une source extérieure à nous-mêmes, en fait, de ce qui pourrait être changé chez nous. Voilà. Donc à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, j'avais absolument pas la maturité émotionnelle pour comprendre ça, clairement. Donc je l'ai subi. À l'âge de 14 ans, j'ai fait une dépression, surtout parce que je suis tombée malade et assez gravement. Et quand je suis retournée au collège, bah, c'est là où les moqueries se sont amplifiées en fait. Et du coup, c'est là où j'ai quand même commencé à me haïr parce que les autres me haïssaient, ou en tout cas se moquaient de moi. C'était une forme de violence, hein, clairement. Et j'ai commencé à me haïr. Voilà. Arrivée au lycée, pareil, j'ai fait des choix créatifs et professionnels, je dirais, franchement. Enfin, c'est assez bizarre parce qu'au lycée, en vrai, on nous demande toujours de s'orienter et de faire des trucs qu'on aime, mais à 16, 17, 18 ans, franchement, on fait pas de, enfin, on fait pas de notre lycée notre vie future, pardon pour le coup. Donc c'est assez compliqué en fait de se dire, bon, bah ok, je sors du collège dans lequel j'ai été mal, on m'a pointé du doigt et on m'a un peu écrasé. Moi je comprends pas pourquoi. Bah ok, je change de lycée. Alors du coup ouais, parce que mon collège il faisait lycée aussi. Et du coup je suis allée dans le public parce que j'étais dans le privé. Et donc, du coup, j'ai changé de lycée. Je suis allée dans ce lycée de secteur. Et au début, ça se passait très bien, mais c'est parce que les gens ne me connaissaient pas. Et puis, très vite, sont arrivées d'autres moqueries. Et là, c'était beaucoup sur la manière dont j'avais à parler, sur mon physique, sur en fait la personne que j'étais, tout simplement. Euh, Autant au collège, je voulais vraiment faire partie d'un groupe, autant au lycée, je me suis vraiment isolée. J'avais pas énormément de copains. Les copains que j'avais, c'était surtout des intellos ou des personnes très créatives parce qu'en fait, je faisais partie des élèves des arts en spécialité. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la photo d'ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi tout ce qui est illustration, chant, etc. Donc, vraiment à cette époque-là. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à développer un multipotentiel justement avec toutes ces activités-là, mais c'est surtout qu'en plus, je me renseignais énormément, j'approfondissais énormément de sujets, mais tout ça en même temps en fait. Et j'en suis arrivée à un moment où j'ai saturé complètement parce que d'un côté, j'avais tous les gens qui se moquaient de moi et où je me sentais vraiment à part. De l'autre côté, j'avais des gens enfin, qui me ressemblaient et qui enfin voilà, qui me ressemblaient, c'est vite dit, mais en tout cas qui avaient des centres d'intérêt comme les miens.
Et donc du coup, bah, je poussais à mort ces sujets-là pour être sûre de pouvoir m'accrocher à ces gens-là. Donc ça, c'est le monde dans lequel j'ai évolué, clairement. Je pense aussi que malgré tout, on pourra faire un podcast aussi sur la dépendance affective, parce que je sais que j'en ai fait, mais là, ici, c'est pas le sujet. Je sais que j'en ai fait par rapport à mes neuroatypies. Et tout simplement parce que je me sentais vraiment tellement en décalage, aussi pour plusieurs raisons d'un point de vue personnel, mais en tout cas, je me sentais vraiment en décalage dans le milieu dans lequel j'évoluais, et donc, bah, j'ai essayé de me raccrocher à ce que je connaissais et ce que je voyais. Voilà. Donc ensuite arrive la fin du lycée, les études supérieures. Je rentre dans une école d'art et d'image à Paris. Je fais mes études d'abord en stylisme et ensuite en direction artistique. Et pendant tout ce temps, j'ai rencontré énormément de gens différents. Et c'est surtout que je me suis concentrée sur mon travail parce que même si en soi j'avais quelques amis, encore une fois, c'est la même chose. C'est que ces quelques amis-là, en fait, c'était des artistes. C'était des gens qui étaient issus de ce milieu-là, qui étaient très créatifs, qui étaient très passionnés par ce qu'ils faisaient, etc. Sauf que moi, j'en avais jamais assez. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je vous donne vraiment un exemple là qui me revient en tête, c'est que on avait certains sujets à aborder pour des cours, mais nos cours, c'était pas vraiment des cours, c'était des ateliers, en fait, de création, hein. Clairement, on devait créer de A à Z un projet sur un sujet et justifier ce projet-là. Eh bien moi, je voulais pas seulement faire du vêtement, et en fait, c'est là où c'est touchy parce que j'étais spécialisée dans le vêtement, dans le prêt-à-porter, dans la direction artistique, etc. Et moi, je voulais absolument faire mes propres photos, je voulais absolument justifier tout mon processus de travail, etc. Mais pas que dans le vêtement, pas que dans la création d'une marque, vraiment toute une essence, en fait. J'avais vraiment, vraiment envie d'aller en profondeur dans le sujet. Et au final, on me l'a reproché. C'est-à-dire que le jour où j'ai présenté ce projet-là devant ma classe et devant mes professeurs, en fait, il y en a un. Bon, après, il m'aimait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais ce professeur-là, enfin, cet intervenant-là, parce que c'était pas des profs, mais c'était des intervenants extérieurs, qui était un petit peu imbu de lui-même, hein, voilà, je mets un petit peu un taclé là, mais très honnêtement, c'était une personne qui, moi, me repoussait vraiment fort. Et c'est une question d'énergie là, hein, mais franchement, cette personne m'avait coupé en plein milieu de mon sujet, alors même que j'étais ultra passionnée par ce que j'étais en train de raconter. Et il m'a dit, va au fait, parce que là, franchement, on comprend rien de ce que tu dis, t'en as trop, tu en fais trop, tu nous en dis trop, tu nous perds en fait, donc va jusqu'à la fin, dis-nous ce que t'as voulu faire et on passe à quelqu'un d'autre. Et très honnêtement, bah, ça m'a énormément blessée, et si encore aujourd'hui, 5 ans après, je vous parle de ça, c'est que très honnêtement, en fait, ça m'a marqué aussi. Et à ce moment-là, en fait, je comprenais pas pourquoi on me disait ce genre de choses. Je savais que je parlais beaucoup, je savais que j'expliquais beaucoup, enfin, que je contournais un peu le sujet pour vraiment apporter énormément de matière, encore une fois, de profondeur et de, je sais pas moi, de mots sur mon sujet pour être sûre que la personne en face de moi l'ait comprise à la même intensité où moi j'ai compris la chose quand je l'ai créée. Voilà. Donc du coup, c'est franchement hyper compliqué parce que du coup, à cette période-là, avec tout ce qui m'était arrivé socialement parlant, j'ai commencé à développer une phobie sociale en fait, à me dire, mais en fait, enfin, je me sens mais sincèrement pas écoutée, pas entendue, pas appréciée à ma juste valeur, je comprends pas. Et je pense que mon burn-out, il n'a pas été que au niveau du travail, c'était un trop-plein de tout. Et donc quand je suis allée consulter, parce que bah, mes études me demandaient quand même beaucoup de temps, ouais, enfin beaucoup de temps, beaucoup de comment dire, d'implication intellectuelle aussi, parce que la création, c'est pas hop, on claque des doigts et ça y est, ça vient. En fait, il faut penser à tout le projet. Mais moi, j'allais tellement loin en profondeur que, quand bien même on ne l'a pas demandé, hein, du coup, que bah, du coup, ça me donnait tellement, ça me demandait tellement de matière de moi-même à sortir comme ça. Et ce, tout au long de l'année, sachant que j'ai fait 5 ans d'études, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, bah, c'est ultra épuisant en fait. Donc du coup, je vous parle de ça parce que par rapport aux autres camarades que j'avais dans ma classe, euh, je comprenais pas et j'étais même un peu jalouse que leur sujet à elles, parce que c'était majoritairement des femmes, soit compris tout de suite, soit des beaux sujets, elles soient notées vraiment très avec des bonnes notes. Et moi, je comprenais pas parce que j'ai toujours été l'intello de service et là, j'arrive dans un milieu où clairement, bah, j'avais l'impression de pas avoir ma place. Et autant avant, c'était plus socialement, j'avais l'impression de pas avoir ma place dans les classes au collège, au lycée, autant là, c'était
bah, j'ai pas trouvé ma place, pas parce que je suis pas entourée de gens qui me comprennent pas, mais parce que plus c'est le travail que je suis en train de faire qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, donc je comprends pas, en fait. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon burn-out à ce moment-là. Je suis allée voir une psy, j'ai été diagnostiquée. Bon, ça a duré quand même 1 an et demi, hein, le diagnostic, parce que tu passes par des phases où tu dialogues avec ton psy, il détecte qu'en fait, tu as une façon de penser, une façon de parler, une façon de réfléchir qui est potentiellement l'ordre d'une étiquette. Enfin voilà, je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ensuite, elle m'a proposé de faire les tests de QI. Au début, j'ai refusé, j'étais en colère. Et ensuite, je les ai faits parce que finalement, je me suis dit, ah bah, en fait, pourquoi pas, c'est juste que ça coûte une blinde. Et donc, du coup, après le diagnostic est sorti, je suis retournée aller voir ma psy. Et là, on a fait des tests de compétences. Donc, des tests de compétences parce que justement, j'étais totalement perdue. Je me disais, mais en fait, j'ai pas ma place dans ce milieu, je sais pas quoi faire, machin. Et le test de compétences a révélé que j'avais un multipotentiel. Donc, c'est là où, voilà, je parle de multipotentialité. Et en fait, ma multipotentialité, en fait, était majoritairement axée sur des disciplines artistiques, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, ce qui en est ressorti, c'est effectivement tout ce qui est lié à la parole, lié au mouvement, lié à l'image, lié aux couleurs, lié aux formes, etc. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, bah, en fait, je suis dans le bon milieu. C'est juste que c'est potentiellement la manière dont les gens ont à interagir avec moi qui me plaît pas. Je suis très émotionnelle, je le comprends maintenant. Mais du coup, mais comment je peux faire pour m'en sortir? En fait, c'était plus ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé mon master parce qu'au moment où j'ai été diagnostiquée, c'était en plein milieu de ma première année de master. Je n'avais pas terminé parce que d'ailleurs le master, ça a été sur 2 ans et demi. En fait, j'avais 6 mois de plus. Et donc, j'ai terminé le master juste pour me dire, ça y est, j'ai mon diplôme, je verrai ce que je fais après. Et j'ai bien fait, parce que du coup, j'ai mon diplôme en main, j'étais quand même satisfaite de moi. Et puis, pour une personne qui se sentait pas à sa place, franchement, ça fait du bien aussi à l'ego, un petit peu. Et du coup, après, j'ai fait 6 mois d'errance totale, où je me suis reposée, je me suis ressourcée, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en profondeur au développement personnel, mais d'une manière un peu neurologique et neuroscientifique, parce que du coup, j'ai voulu comprendre quelles étaient les personnalités, enfin, enfin, voilà, si la mienne existe, je sais qu'il y en a beaucoup plus, quelles étaient les personnalités, en fait, des personnes qu'on dit neuroatypiques, et qu'est-ce que c'est que ce terme-là, en fait? Et du coup, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres. Je suis tombée sur des livres comme, bah, Les femmes multipotentielles d'Élodie Crépel enfin, qui est un livre qui aide à mort, comme, la Je pense trop, alors ça m'a beaucoup aidée aussi. Je pense trop de Christelle Petit-Colin, enfin des livres comme ça. Des livres aussi de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, en fait, qui t'annonce qu'en fait, si tu ressens quelque chose au niveau, physique, maladie corporelle, mentale, bah, ça veut dire qu'en fait, il se passe quelque chose aussi dont tu ne veux pas voir la possibilité, et donc tu es un peu dans le déni de ce qui t'arrive, quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a aidé à avoir de la matière pour me comprendre. C'est pas que grâce à mes lectures, je me suis dit, ah, c'est moi, c'est forcément moi, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Non. Mais par contre, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit à me dire, ok, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se passent comme ça pour des personnes qui ont été identifiées comme étant autrement que moi, mais qui, voilà, comme ça. Il y a des choses pour lesquelles je me reconnais, et il y a des choses pour lesquelles je me dis, ouais, ok, mais pas vraiment comme ça, mais je le vois plus d'une autre façon. Et en fait, ça, ce cheminement-là m'a beaucoup aidé à me comprendre. Et franchement, je pense que aujourd'hui, je me sens plus du tout en décalage avec les gens de mon âge, voire les gens plus jeunes, voire les gens plus vieux. Je me sens pas du tout en décalage, je me sens à ma juste place, même si je peux avoir des rechutes. Bah, comme je vous l'ai dit au début du podcast, il y a eu une période où j'étais un petit peu déprimée, où je suis repassée sur un truc en mode j'avais que des complexes, je me sentais pas comprise, pas aimée, j'allais dire pas désirée, mais pas dans le sens sexuel, hein, dans le sens dans ma vie, les gens veulent pas forcément passer du temps avec moi, etc. Et en fait, tu ressens une solitude très, très grande, et tu ressens un isolement social très, très prenant aussi. Et là, je me suis dit: «Ouh là, c'est pas bon, je vais en parler, et cetera», et heureusement que j'ai mon homme dans ma vie, parce qu'il m'a sauvé la mise plus d'une fois, par rapport à cette notion-là, parce que franchement, j'étais pas bien.
Et là, depuis quelque temps, je reprends le podcast, je refais quelque chose qui est important pour moi. Je me repose des questions sur mon mental, sur ma façon de voir le monde. Il y a aussi beaucoup de gens, alors c'est ma vie sociale, c'est la salle de sport, OK? Faut pas juger, mais il y a beaucoup de gens à la salle où quand je discute avec eux, de tout et n'importe quoi, je me rends compte que j'ai une vision du monde qui est différente de la leur. Et c'est surtout l'émerveillement que je vois dans les yeux de ces gens-là quand je dis: «Ah, bah oui, c'est vrai, ça, c'est une notion qui pourrait être une notion de podcast. Ça, je pourrais l'aborder dans un épisode de podcast» et à chaque fois, c'est: «Oh là là, tu fais des podcasts, c'est trop bien, machin» et du coup, on en vient à parler de développement personnel, de la manière dont je vois les choses, de la manière dont j'ai à décortiquer chaque mot qu'on puisse me dire, chaque micro, spasme du visage comme ça, j'arrive à identifier ce qui se passe chez les gens et tout. Et ça, je l'ai pas appris, hein. C'est inné chez moi. Genre, je peux percevoir, alors, dit comme ça, j'ai l'impression que je suis un profiler du FBI ou je sais pas trop quoi, mais dit comme ça, je peux être en suranalyse de beaucoup de choses, mais je le fais pas exprès. Et par exemple, hier, j'étais avec une amie à la salle de sport et en fait, je lui posais plein de questions et je voyais la manière dont elle avait à me répondre à ces questions-là, si je sentais de la peine, de la frustration, de la joie, de l'émerveillement, etc. Et là, et je peux le sentir parce que c'est les yeux, une certaine position, la bouche, les coins de la bouche, s'ils sont affaissés, rebondis ou autres, bah, du coup, ça veut dire telle ou telle chose. La façon dont son corps va se mouvoir aussi, sa gestuelle, si elle a le regard fuyant ou pas, si elle a les yeux écarquillés ou non. Bref, ça, je le fais pas exprès. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à ma personne. Au début, d'ailleurs, on pensait que j'avais un trouble autistique parce que les autistes, enfin, en tout cas, les personnes avec un trouble autistique, c'est pas forcément des autistes, mais les autistes aussi le font. C'est la suranalyse corporelle chez autrui pour comprendre les sentiments d'autrui, parce que eux-mêmes ne les comprennent pas. Et moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je les comprends tellement bien, je les comprends tellement trop, que mon analyse déborde sur les autres. Et donc, du coup, j'ai assimilé tel comportement à comment dire, sensation ou sentiment ou émotion. Et donc, je la reçois en pleine face après et je la sens dans mon corps. C'est-à-dire que je pense que je fais énormément de mimétisme avec la personne qui est en train de me parler et que donc du coup, je me sens dans le même mood et dans la même vibe que la personne qui me parle. Et ça, honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on s'est foutu de ma gueule quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est un gros coup de gueule parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui vis ça en mode le décalage, voilà, de la compréhension d'autrui, la compréhension du monde. Et souvent, on me dit: «Ah là, tu es en train de m'analyser, j'aime pas du tout». Ou ça peut être totalement l'inverse, comme je vous le disais, de l'émerveillement en mode: «Ah waouh, tu as perçu ça chez moi, pourtant je l'ai très peu dit, je te l'ai pas dit, mais tu as perçu ça, et ben waouh, tu es trop forte, comment tu fais?» et cetera. Et puis là, je suis obligée d'expliquer pourquoi je suis comme ça. Mais typiquement, ça m'est arrivé avec un ami, qui me racontait un petit peu, sa relation amoureuse avec une femme et cet ami-là, à un moment donné, je lui ai fait, toute la cartographie de ce que je percevais dans sa famille, ses liens avec sa mère, ses liens avec sa sœur et cetera. Je vais pas jusqu'aux disputes, mais en tout cas l'ambiance générale, dans laquelle il a grandi et cetera. Et en fait, bon, bah, c'est un ami que je me suis fait récemment, donc clairement que je ne connais pas en profondeur, que je n'ai pas encore sondé et bah, je l'ai pas fait exprès. Je lui ai dit ce que je lui ai dit et lui, il était là en mode: «Waouh, c'est flippant ton truc, quoi». C'est assez, enfin, ça peut paraître hyper intrusif quand je le dis comme ça, mais je sais que je suis pas la seule à le faire et je sais que je suis pas la seule à réfléchir comme ça parce que c'est une forme, comme je vous l'ai dit, d'intelligence. Et quand on me l'avait expliqué, quand j'ai reçu mon résultat, on m'avait dit: «Oui, mais toi, en fait, voilà, tu vas, être très empathique, être hypersensible, tu vas sentir l'émotion chez les gens et cetera». Mais on m'avait pas forcément dit que j'allais être, en suranalyse tout le temps et que, j'allais, percevoir les gens comme s'ils faisaient partie de ma personne, au moment où la personne m'explique s sa vie ou un épisode de sa vie, quoi. Et je dis ça parce que en fait, souvent, ce que je fais et ça peut dérouter aussi beaucoup, c'est que, quand on va me parler, d'une expérience d'une vie ou quoi, souvent, je vais me mettre à la place de la personne et je vais chercher dans mon vécu et je vais me dire: «OK, quelle expérience moi j'ai vécue pourrait être quelque chose de similaire
que la personne qui me raconte ce qu'elle me raconte. Comme ça, je pourrais me mettre dans le même mood, je pourrais comprendre l'émotion dans laquelle il est. De toute façon, je vois que l'émotion, il a les yeux plissés, il a la bouche en incurvé, donc ça veut dire qu'il est triste ou il est pensif ou il est frustré ou machin. Ok, quelle situation m'a mise dans le même état pour lui raconter comment moi je m'en suis sortie de cette situation-là aussi. Souvent, c'est comme ça que je fais. C'est pas pour me donner un air, c'est pas pour me parader ou être sur mes grands chevaux ou dire que moi j'ai la science infuse sur tout. Je donne souvent mon avis, c'est très vrai, mais c'est surtout pour dire à la personne, regarde, toi t'as ton vécu, moi j'ai le mien. Euh, Peut-être que ça t'ouvrira des portes et peut-être que ça te fera voir la situation d'un autre angle. Je veux pas que tu fasses comme moi, mais juste regarde, c'est possible de faire autrement. Et du coup, en général, c'est à moi qu'on vient se confier, c'est à moi qu'on demande des conseils, c'est à moi enfin, sur moi qu'on se repose. Et c'est vrai que ça m'a valu beaucoup de trahison dans ma vie parce que justement, je suis la personne sur qui on compte en général. Et d'ailleurs, j'ai été conditionnée comme ça dans ma famille. Et du coup, bah, moi, la moindre perception d'une trahison, je le vis très mal. Heu, mais ça peut être, beaucoup de choses. Ça peut être des micros, trahisons qui se sont répétées. J'ai perdu ma meilleure amie, comme ça parce qu'elle a enfin franchement dépassé les limites avec moi. Je dis toujours que c'est ma meilleure amie parce qu'en soi, l'énergie est toujours là. Je pourrais pas dire que c'est une autre personne. Mais en tout cas, on a été meilleure amie pendant 10 ans. C'était vraiment la personne avec qui je pouvais me confier et cetera, jusqu'au moment où je me rends compte que tout ce que je lui disais, en fait, elle le détournait pour se faire valoir. Et du coup, je me suis demandé si moi aussi je faisais ça. Quand justement on me raconte une anecdote ou quelque chose et que je le ramène à mon vécu pour expliquer une situation, je me suis demandé en fait si je ramenais tout vers moi, etc. Mais d'un point de vue plus pour me mettre en valeur, quoi. Et en fait, j'en suis revenue à la conclusion que non, suivant des témoignages que j'ai eus de d'autres personnes. Et en fait, j'étais pas une mauvaise personne, même si en fait la personne que je qualifie encore de meilleure amie m'a fait me sentir comme une mauvaise personne, clairement. Donc en fait, voilà, là je parle du sujet de la trahison, hein, mais honnêtement, c'est comme ça que je vois le monde. C'est-à-dire que je suis capable, grâce à mon cerveau, je sais pas, enfin, je peux même pas vous expliquer parce que je suis comme ça depuis que je suis née, donc en vrai, c'est un peu compliqué de vous expliquer un truc qui pour moi est inexplicable. Voilà, mais bon, je vais essayer. En fait, chaque chose pour moi est empreinte d'émotion et chaque chose est décorticable. Et donc du coup, j'aime énormément décortiquer les gens, j'aime énormément décortiquer ma propre personne aussi, pour comprendre les choses que mon ego essaye de me dissimuler. Et souvent, l'ego, il est là pour protéger. Donc en fait, il va être là pour protéger d'une manière un peu bizarre, mais c'est surtout parce qu'on a vécu des choses qui nous ont fait mal, ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, l'ego, il est là pour dire non, 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 t'inquiète, je suis là, tu revivras pas la chose de la même façon. Et si tu la revis de la même façon, c'est que t'as un truc à apprendre. Voilà, en gros. Et j'aime bien l'ego, en vrai, parce que tout le monde dit ouais, t'es égoïste. Et en vrai, j'ai envie de dire bah ouais. Honnêtement, ouais, il faut aussi se dire que, bah, en tout cas dans le monde dans lequel je vis et dans le monde que je perçois, à un moment donné, vu que tu es overstimulé par tout ce qui se passe, par le bruit, par les sons, le bruit et les sons, c'est ah non, c'est pas vraiment la même chose. Là, je vais titiller, mais le bruit, c'est vraiment ce qui sur les fréquences qui sont mauvaises pour notre corps, qu'on entend et qui vont dégrader notre corps, genre les bruits de moteur, les bruits de la rue, les bruits qui sont en fait les bruits, c'est désagréable. Voilà, je vais pas partir dans le détail. Les sons, c'est ce qui est agréable. Donc la musique, sur certaines fréquences encore, des voix qui sont familières, notre propre voix, c'est du son. Voilà, tout ce qui est agréable, en fait. J'avais fait un podcast sur, la sonothérapie et je pense qu'en fait, je vous renvoie à ce podcast-là pour un peu plus de voilà, de détails sur le sujet. Mais du coup, ce que je disais, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit en termes de son ou de bruit, ou du toucher, ou de l'odeur, ou quoi que ce soit, en fait, ça va nous stimuler, mais vraiment énormément et sur une grosse intensité. Et donc, du coup, on est là en mode, ok, maintenant, faut traiter les informations. Et notre cerveau, je dis notre cerveau parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là,
notre cerveau, il traite très vite toutes ces informations-là parce que tout simplement, il en a beaucoup. En fait, c'est comme une personne qui aurait une deadline et qui a 3 projets, en même temps. Et bah, il faut traiter les 3 projets en même temps. Face à une personne qui a un seul projet, pour la même deadline, bah, elle va prendre un peu plus son temps pour analyser les choses. Et ben, nous, notre personne là qui est, en suractivité, bah, en fait, c'est mon cerveau qui est comme ça, en gros. Mon cerveau, il traite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs, même la nuit, hein. Il y a des moments où j'arrive pas trop à me reposer parce que, bah, je me réveille et en fait, oh là là, illumination, pour telle ou telle chose parce qu'en fait, bah, en fait, j'ai été dans dans mon mental toute la nuit sur une notion. Enfin voilà, récemment, ça m'est arrivé, ça m'arrive tout le temps en fait, il y a des nuits où, quand je me réveille, ma body battery elle est à 20. Enfin, on se demande. Mais pourtant, j'ai pas fait de micro réveil, c'est juste qu'en fait, mon cerveau a été en activité toute la nuit. Donc il est jamais en veille, quoi. Il parle tout le temps. Je parle, de parler, mais, c'est vraiment en tout cas, c'est surtout qu'il travaille tout le temps. Donc, ça peut enfin, j'allais dire ça peut surprendre un truc comme ça, mais en vrai, bon, moi qui suis née comme ça et qui ai toujours réfléchi comme ça et tout, pour moi, c'est mon quotidien, mais quand j'en parle à d'autres personnes, ils me disent: «Mais comment tu fais pour te reposer?» Ben, en fait, moi, pour me reposer, il me faut de la stimulation calme. C'est vraiment c'est comme ça que je peux dire que je suis multipotentielle, c'est-à-dire que l'ennui, chez moi, il est dévastateur. Dans mon monde intérieur et dans mon monde mental et dans mon monde de ce que je perçois, si j'ai rien à percevoir, mon cerveau, il fonctionne encore, mais là, il rumine. C'est-à-dire qu'il va fonctionner sur des choses qui se sont déjà passées, des choses que je perçois plus, mais que je décortique pour reanalyser ce qui s'est passé, et je rumine énormément. Donc j'ai besoin d'être stimulée physiquement et intellectuellement, si physiquement ou intellectuellement, si il doit y avoir une stimulation. Mais par exemple, bah, je vous donne un exemple très concret. Il y a pas longtemps, on s'est un petit peu disputé, enfin, on a eu un débat avec mon conjoint parce que lui, il est très casanier, il aime sa routine, c'est une personne très, très basée sur sa routine, voilà. Je rentre du boulot, je vais à la salle de sport, je m'occupe de mon chat et voilà. Je m'occupe de ma femme et après, on prend sa douche, on mange le soir, on dort. Ça, c'est mon copain, vraiment. C'est mon conjoint, il fonctionne comme ça, il est vraiment réglé, limite heure par heure. Il a des activités qui sont toujours les mêmes et voilà. Moi, en revanche, j'ai du coup besoin d'être stimulée, mais sauf que si je reste tout le temps au même endroit, même si je fais des activités différentes, typiquement je chante ou je fais mon podcast ou je fais de la photo ou quoi que ce soit, si je reste au même endroit, ça va me... Les ressources vont s'épuiser en fait. Les ressources de ce que je peux analyser vont s'épuiser. Donc en fait, je vais rentrer dans un ennui et du coup, mes activités qui sont de base des activités ultra passionnelles, bah, vont se transformer en activités qui m'ennuient. Et j'ai vraiment besoin de sortir, de voir autre chose, de voir du monde, de voir. Et alors, petit aparté, je suis ambivertie. C'est littéralement le milieu entre extraverti et introverti, c'est-à-dire que moi, je vais avoir des moments où j'ai besoin de recharger mes batteries sociales. Là, je parle d'une batterie sociale, parce que j'ai été à la salle pendant 3 heures, machin, et que là, j'ai besoin d'être seule ou juste entourée de ma propre famille, donc mon chat et mon conjoint, par exemple, à faire des activités très bureaucratiques, du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, voilà, très manuel, voilà. Mais ça me fait du bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il me faut. Par contre, il y a des moments où là, justement, j'ai rechargé mes batteries, sociales, et j'ai besoin de ressortir, de revoir du monde, de re-être stimulée, de refaire quelque chose. Et alors là, on m'arrête pas, je suis extravertie. C'est pour ça que je suis ambivertie. Je suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux en même temps. Donc, des fois, quand je vais à la salle de sport et que je suis en mode, j'ai plus de batterie sociale, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, tu fais la gueule aujourd'hui», et je suis là en mode: «Mais lâche-moi!» Je peux devenir violente dans mes propos en plus, c'est ça le pire. Parce que vraiment j'ai envie de m'enfermer dans mon truc, quoi. Ça c'est juste là, laissez-moi tranquille, et la semaine d'après, je vais être en mode: «Oh coucou, comment tu vas?» et tout, et en fait, c'est pas de l'hypocrisie, vraiment. C'est pas de la du lunatisme non plus. C'est juste que, en fait, au moment où la personne m'a parlé en premier, bah, j'étais pas dans le mood, quoi. J'y arrive pas. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, si je me suis ennuyée toute la journée avant, ça ne fait que s'empirer. Et après, je rumine, je rumine, je rumine. Et je reste dans ce schéma-là, mais genre, vraiment.
Donc c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, non. C'est assez riche comme truc. Je me sens riche dans la femme que je suis et comment je réfléchis et tout ça. Mais ça veut pas dire que c'est facile au quotidien non plus. Comme je vous l'ai dit, je vis avec un homme qui n'a pas du tout le même rythme que moi, qui n'a pas du tout les mêmes besoins de stimulation que moi, qui est capable de rester, par exemple, sur je sais pas, sur un jeu vidéo pendant des heures, là où moi, en fait, si je joue pendant 2 heures, déjà, c'est pas mal. Après, je sature, il faut que je fasse autre chose. J'ai vu, j'ai fait le tour, c'est bon, il faut que je fasse autre chose. Et, on pourrait qualifier ça d'hyperactivité, mais là, je trouve que c'est pas vraiment le cas parce que je suis pas rapide. J'ai pas, comment dire, je suis pas rapide dans ce que je fais. Je suis sur plusieurs fronts en même temps. Mais par contre, je suis pas dans l'exécutif tout de suite maintenant, vite, il faut que ça aille vite, etc. Là où je pense que ma maman, elle est un petit peu hyperactive. Parce qu'elle, elle est sur beaucoup de fronts en même temps, mais à 10 000 à l'heure en même temps aussi. Donc je pense qu'elle est multipotentielle et hyperactive. Bon bref, et c'est surtout qu'en plus quand elle fait rien, elle s'ennuie aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être physique. Alors que moi, c'est plus dans ma tête que j'ai besoin de souffler et de faire autre chose. Typiquement, moi, un truc qui me... Enfin, vraiment, quand je vais pas bien, un truc qui me fait du bien, c'est de partir en forêt, de faire une promenade. La plupart du temps, je préfère y aller avec mon copain. Quand on s'engueule, évidemment, je préfère y aller seule parce que sinon, bah, en fait, ça sera pas une partie de repos pour moi. Parce que je vais passer sur le mode culpabilité par rapport à la dispute parce que moi, j'analyse les choses pas comme lui, donc forcément, je me sens euh, culpabilisée parce que, en fait, parfois, j'arrive pas simplement à lui expliquer comment je me sens. J'ai l'impression que c'est beaucoup les femmes qui ressentent ça. Mais honnêtement, là, je parle dans mon prisme de réalité par mon HPI et par enfin, mes neuroatypies en général. Et donc, c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste, il m'écoute pas. Parce que mon copain, honnêtement, c'est l'homme le plus investi que j'ai jamais connu. Il est investi dans notre couple, il est investi dans mes neuroatypies, il essaye de me comprendre et tout. Et donc, c'est pour ça que bah, moi, je suis là en mode, ouais, mais il me comprend pas, vas-y, ça m'énerve. Alors que le pauvre, il fait des efforts de fou baiser, mais bon. Euh, mais en vrai, foncièrement, il pourra jamais me comprendre. Moi, je peux lui expliquer comment je fonctionne. Le truc, c'est que lui ne fonctionne pas de la même manière. Donc, du coup, forcément, il y a un décalage qui se crée. Mais j'avoue, il fait des efforts et je le vois. Et donc, en vrai, franchement, ça me fait beaucoup de bien aussi. Entourez-vous de personnes qui sont capables de mettre un peu leur ego de côté, pour le coup, hein, voilà, et d'essayer de se dire, bon bah ouais, la personne en face de moi est différente, ok, comment elle fonctionne? Je peux pas comprendre foncièrement, mais au moins j'ai les outils pour essayer de faire en sorte que le dialogue soit bon entre nous. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je trouve que mon conjoint, c'est comme ça qu'il voit les choses aussi, et c'est très cool parce que franchement, on tombe très peu sur des personnes qui sont capables de se mettre en retrait pour laisser de la place à l'autre, surtout en couple. C'est très compliqué. Enfin bref, ce serait potentiellement un sujet d'un autre podcast, encore une fois. Mais pour revenir sur les neuroatypies, voilà, donc moi je vois le monde comme ça, j'ai besoin d'avoir mes temps calmes, mais des temps calmes dans lesquels je suis quand même stimulée. Si je vais en forêt, c'est pas anodin, c'est parce que en forêt, va y avoir des sons naturels, va y avoir des lumières naturelles, va y avoir du mouvement aussi souvent quand il y a je sais pas, du vent ou quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, moi, j'ai l'impression de, entre guillemets, pas penser quand je suis en forêt, ou quand je fais la visite d'un château ou quoi que ce soit, voilà. Quand j'ai un but, en fait, j'ai l'impression de pas penser parce que mon cerveau, il est axé sur ce qui se passe au présent et sur l'actualité maintenant tout de suite. Donc, par exemple, si je vais à Versailles et que je visite le château de Versailles, malheureusement pour moi, parce que quand il y a trop de monde, je le perçois aussi, il y a trop d'énergie, je sature. Mais par contre, les jardins de Versailles, j'adore. Même s'il y a du monde, il y a quand même du mouvement, il y a du son, il y a des matières, parce qu'il y a des arbres, il y a des fontaines, il y a du gravier, il y a tout ce que vous voulez. Et moi, je vois tout ça. Je vois aussi les personnes qui se déplacent, je vois aussi les personnes qui viennent en couple, en famille, en amis, etc. Et je peux établir une espèce de cartographie mentale de ce qui se passe momentanément au moment où j'y suis. Et je suis capable d'être ultra spectatrice du monde extérieur, de mon monde extérieur, entre guillemets, et de kiffer ma race.
je suis capable de rester sur un banc à observer, comme les petits vieux en fait. Je vais observer ce qui se passe parce que ça me fait, moi, pas penser à mon ennui, ça me fait pas penser à ce que j'ai à faire en rentrant à la maison, ça me fait pas penser à ma charge mentale, je sais pas, de mon quotidien, etc. Ça me fait pas penser à autre chose. Je suis dans le moment présent et c'est le seul moment où j'arrive à me reconnecter à moi-même, en fait. Et ça, c'est que dans les périodes où j'ai besoin d'être extravertie, j'ai besoin de sortir, etc. Il y a des moments aussi où mon corps me fait comprendre que j'ai été immobile pendant trop longtemps. Je le ressens, je le comprends, j'ai besoin de sortir. Voilà. Et émotionnellement, en fait, ça me fait beaucoup de bien aussi parce que, comme je vous l'ai dit, je vois de la lumière, je vois du mouvement, je vois du son, enfin, j'entends du son, j'analyse tout. Ça me fait un souvenir, c'est très con. Ça me fait un souvenir, mais surtout, c'est la plénitude que j'ai ressentie au moment où je fais tout ça, qui fait que, du coup, bah, ça me fait le souvenir quand j'y repense. Je suis littéralement dans ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai pas un souvenir en mode ouais, vague, machin. Non, mon souvenir, il est physique. Je re-ressens ce que j'ai ressenti au moment où j'ai vu un couple traverser une rue piétonne. Enfin, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Donc, pour ma part, mes neuroatypies, mon hypersensibilité, ma haut potentiel émotionnel et tout ce qui fait de moi qui je suis, bah, en fait, ça fait que j'analyse beaucoup de choses et que honnêtement, aujourd'hui, je suis très fière d'être comme ça. Je suis très fière parce que ça me permet aussi de vous faire ces épisodes de podcast. Ça me permet de me renseigner sur des sujets hem, qui en fait sont, bah, au quotidien, pas forcément des sujets que tu abordes avec, tes potes ou ta famille. Moi, j'aborde ça dans mes podcasts. Ici, bah, c'est mon seul endroit où je peux vraiment parler pendant plus d'une heure sur un sujet, y aller en profondeur, refaire des tours et encore des tours et qu'en plus, il y a des gens qui m'écoutent et ça, ça me fait vraiment ultra plaisir. C'est un projet que j'ai du coup là depuis 1 an déjà, enfin un peu plus d'1 an en réalité, que j'ai monté moi-même et qui me tient énormément à cœur. Évidemment, il y a des moments de creux, il y a des moments où je me concentre sur autre chose, il y a des moments où je suis ultra concentrée aussi sur ce projet-là, donc le podcast. Et là, en fait, bah, je retourne dedans et comme je vous l'ai dit, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, et je le clôture cet épisode de Tout part de soi sur les neuroatypies en vous disant, si vous êtes neuroatypique, franchement, essayez de vous comprendre avant de conclure que vous avez un décalage avec autrui. Parce que même si vous le sentez, le décalage en réalité, c'est pas une fatalité. Vous pouvez apporter aussi de votre lumière et vous pouvez apporter de vos capacités, vos compétences, de votre intellect à quelqu'un. Et ça peut faire du bien et ça peut vous émerveiller, vous faire du bien à vous par ricochet en fait. Donc qui vous êtes n'est pas un obstacle à une sociabilité saine. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lâcher un like ou mettez un commentaire pour me raconter vos histoires. Je serai très heureuse de les lire. Et n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne qui aurait besoin d'entendre les mots que j'emploie. En tout cas, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous fais de gros bisous. Bye bye.